Allora, grazie a tutti di essere qui presenti, così numerosi, nell'aula magna del rettorato dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Siamo felicissimi di dare a tutti i soci del seminario di filologia francese il benvenuto a questo che è il primo appuntamento di un nuovo ciclo che abbiamo deciso di dedicare alla presentazione di libri, diciamo, che riteniamo importanti per la nostra disciplina. Il ciclo si chiama, lo avete visto, lo vedete anche, il seminario presenta. E di anno in anno speriamo di fare almeno 1 o 2 incontri dedicati a opere importanti come per esempio quella che appunto presentiamo oggi, la nuova edizione nella Pléiade degli Essai di Marcel Proust. È un'opera importantissima perché proprio rimonta, nel senso proprio tecnico, è un rimontaggio di quello che era una vecchia Pléiade dedicata allo stesso argomento, agli stessi testi. Solo per dirvi l'importanza di questa edizione è che se la prima edizione degli Essai, che non si chiamava così, del Contre Sainte-Beuve nella Pléiade, contava 1000 pagine, questa ne conta 2000. Dunque abbiamo proprio raddoppiato, è stata raddoppiata la mole, gli apparati, per mettere in mostra la complessità di questo testo fondamentale. Questo testo al quale, se mi permettete, sono particolarmente legato perché in qualche modo ha segnato la mia vita accademica. Piccolo aneddoto da vecchio professore che ricorda, concedetemi questa cosa, 1998, concorso nazionale per diventare professore associato. Ora nessuno lo sa più o pochi, ma i concorsi nazionali si svolgevano che tu ti presentavi all'università davanti a una commissione di 9 professori a una certa ora e ti invitavano a pescare in un mucchietto di foglietti, pescarne uno sul quale c'era il titolo di una lezione che tu avresti dovuto svolgere da lì a 24 ore. Tutto poteva essere letteratura francese, tutta in questo caso. E io pesco il mio bigliettino alle 9 del mattino. Io ero specialista di Flaubert, Baudelaire, mi occupavo di 800, leggo nel mio bigliettino il Contre Sainte-Beuve di Proust e il suo contributo allo sviluppo della critica letteraria moderna. E 24 ore dopo ero lì a svolgere una lezione, visto che sono qua, è andata, diciamo così. E dunque sono felicissimo di questo incontro, un testo così importante. Questo incontro è stato organizzato da Francesca Lorandini, che ringrazio moltissimo a nome di tutto il seminario. Francesca Lorandini, lo possiamo dire, neo-associata di letteratura francese praticamente da oggi all'Università di Modena a Reggio Emilia. Benissimo, viene dall'Università di Trento e questo, come dire, è una cosa, è una distinzione ai miei occhi particolari. Francesca Lorandini, che fa parte della giunta del seminario, ne parlerà, cioè introdurrà proprio uno dei curatori di questa edizione, Mathieu Vernet, che è un curatore dunque degli Essai, che ci parlerà, ci dirà, risponderà alle domande di Francesca e di Eleonora Sparvoli, che siamo felicissimi di accogliere in questa sede, che è una delle nostre grandi proustiane, che continua questa bellissima tradizione degli studi proustiani italiani, che hanno dei grandi nomi come Francesco Orlando, come Alberto Berettanguissola e come Mariolina Bongiovanni Bertini. È quella la scia che Eleonora, come dire, continua e rinnova. E tra l'altro Eleonora Sparvoli è l'autrice di una bellissima monografia pubblicata l'anno scorso da Carocci, Proust, la vita, la scrittura. E come dire, ma io sono qui soltanto come seminario. In verità noi siamo tutti ospiti di Anna Maria Contini, che è qui in veste di proustiana anzitutto, ma anche di direttrice del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università appunto di Modena e Reggio Emilia. Dunque in doppia veste Anna Maria qui,
come direttrice di dipartimento e poi autrice di 2 fondamentali libri su Proust che molti ricordano e che molti, vedo gli studenti, devono leggere: La biblioteca di Proust anzitutto e poi Proust, tempo, metafora e romanzo. Bene. Allora, io a questo punto non posso che rinnovare i miei ringraziamenti a tutti voi, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo primo appuntamento di un ciclo al quale auguriamo lunga vita, e cedo senz'altro la parola ad Anna Maria Contini. Grazie. Devo innanzitutto ringraziare il professor Luca Pietromarchi, la professoressa Francesca Lorandini per avermi invitato a portare i saluti dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia. Siamo veramente orgogliosi di poter ospitare un evento così importante come quello odierno, quindi alla presenza di studiosi, come avete già sentito, così importanti, studiosi di Proust di fama internazionale come Mathieu Vernet, come la Nora Sparvoli, quindi studiosi così importanti e che stanno anche, posso dire, proprio offrendo dei contributi essenziali nella comprensione del testo di Proust. Tra l'altro io credo, è già stato appunto accennato dal professor Pietromarchi, credo che effettivamente questa degli Essai sia una delle operazioni editoriali più importanti su Proust che sia stata fatta negli ultimi anni. Non solo per diciamo, l'esemplare rigore filologico, per gli apparati di note, per i documenti che corredano i testi, sicuramente questo è un elemento importante, e il fatto di aver potuto anche usufruire di tutto il lavoro fatto negli ultimi decenni, il lavoro importante sui manoscritti proustiani, sicuramente ha consentito ai curatori di arrivare a un testo molto più rigoroso e ricco. Ma oltre a questo credo, proprio perché mai come in questo caso, cioè proprio posso dire in modo esemplare, in questo caso mostra come la dimensione filologica, la ricerca filologica possa illuminare la ricerca teorica, e quindi come filologia e teoria non vadano pensate come 2 dimensioni separate ma strettamente correlate. E d'altro canto potremmo aggiungere che senza certi studi teorici, come anche quelli dello stesso Compagnon, che è tra i direttori di questa edizione, senza certi studi teorici, un certo filone teorico che si è sviluppato negli ultimi decenni, forse un'opera di questo genere non sarebbe nemmeno sorta, no? Quindi proprio si vede questa dialettica, no? Tra teoria e filologia. Naturalmente su questo entreranno i colleghi che mi seguiranno, quindi io non voglio rubare troppo tempo, mi limito a segnalare come effettivamente quello che qui compare come il cosiddetto dossier du Contre Sainte-Beuve consenta di recuperare appieno la dimensione ibrida, il carattere ibrido di questo saggio critico che Proust dedica appunto a Sainte-Beuve, e cioè ci consente di recuperare quello che nella prima edizione del testo, appunto ad opera di Fallois, che non era certo un'edizione rigorosa, però compariva, cioè questo intreccio tra narrazione e scrittura saggistica, perché effettivamente Proust imposta alla fine questo saggio sotto forma di una conversazione con la madre, e a partire da questa conversazione poi nascono, come dire, dei personaggi, sorta di segmenti narrativi, e effettivamente a un certo punto è come se si passasse per transazioni insensibili dal saggio critico a una prima versione della recherche. E quindi abbiamo sicuramente una genesi saggistica di un romanzo, ma abbiamo anche un saggio che è già ibrido di per sé, capite? Già non è un saggio alla Taine, no? Come diceva Proust quando era incerto se fare un saggio alla Taine oppure un saggio sotto forma di una conversazione con la madre, sceglie più il saggio, diciamo, più narrativo della conversazione con la madre. E quindi di fatto
credo che proprio questa la possibilità, no, di vedere questa articolazione tra dimensione saggistica e dimensione teorica ci consenta appunto di percepire come la filosofia proustiana del romanzo appunto sia la filosofia proustiana del romanzo, cioè non sia una filosofia astratta, ma sia proprio iscritta nel romanzo, oltre che consegnata nelle pagine teoriche che conosciamo, tipo quelle del Tempo ritrovato. E concludo anch'io con un piccolo aneddoto, visto che anch'io non sono più così giovane, per dire che il primo articolo che io ho pubblicato si intitolava Dal contre Sainte-Beuve alla recherche, genesi saggistica di una poetica, quindi di fatto proprio il mio primo studio su Proust è partito dal contre Sainte-Beuve, e avessi potuto avere un libro così come quello che oggi è stato pubblicato, sicuramente il mio saggio sarebbe stato forse migliore di quello che è risultato, perché questo è uno strumento potentissimo, questo volume degli essai è uno strumento potentissimo, e quindi io spero che entri nelle biblioteche di tutti gli studiosi proustiani e di tutti gli studiosi in generale della letteratura francese, perché veramente è un testo fondamentale. E di nuovo mi compiaccio tantissimo che oggi possiamo presentarlo presso la nostra università. Vi ringrazio. Adesso cedo la parola à Francesca Lorandini. Prego. C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Mathieu Vernet et Eleonora Sparvoli, deux voix majeures de la critique proustienne contemporaine. Mathieu Vernet a consacré sa thèse à Proust en explorant notamment le souvenir, la trace de Baudelaire dans l'œuvre de Proust. Depuis, ses recherches ont embrassé de multiples aspects de cette œuvre monumentale, la figure de l'écrivain incarné par Proust, le réseau intertextuel qui parcourt sa production, les avant-textes de la recherche et bien d'autres aspects encore. Parmi ces nombreuses contributions, j'évoquerai quelques-unes des plus récentes. Il a coédité avec Julie André et Emmanuel Arioli le cahier 7, conservé à la BNF, publié chez Brepols en 2022. Il dirige actuellement une nouvelle édition de Dans la recherche du temps perdu dans la collection Le Livre des Poches classiques de la Librairie générale française. À ce jour, 5 volumes, bientôt 6, ont paru, dont Un amour de Swann, que j'ai eu le privilège de coéditer avec lui. Et bien évidemment, il a collaboré avec Christophe Prado à la nouvelle Pléiade des essais de Proust, dirigée par Antoine Compagnon. Nous lui devons notamment la nouvelle édition du Contre Sainte-Beuve, dont on a déjà beaucoup parlé. Donc, nous lui devons cette nouvelle édition où, je devrais dire plutôt le dossier du Contre Sainte-Beuve, parce que cette édition transforme ce qui pourrait être considéré comme un livre culte de la critique littéraire du XXe siècle en un projet de livre. Nous aurons l'occasion d'approfondir ce sujet tout à l'heure. Eleonora Sparvoli travaille elle aussi sur Proust depuis très longtemps, depuis toujours, si j'ose dire. Sa thèse était consacrée au style chez Proust et depuis, elle a exploré de nombreuses facettes de son œuvre. Sa vision du style, son rapport à la littérature, à l'art, à la musique, à la philosophie, à la psychanalyse. Parmi les thèmes qu'elle a explorés figure notamment la mélancolie, élément ancré dans le symbolisme de l'architecture gothique qui crée un dialogue entre le rêve de perfection et la fatalité de l'inachèvement. Au-delà des nombreux articles et de la direction de plusieurs ouvrages collectifs, Eleonora Sparvoli a publié 4 livres remarquables sur Proust: Contro il corpo, Proust e il romanzo immateriale, 1997, L'avventura mancata, stile Marcel Proust, 2003, Proust, costruttore melanconico, l'irréalisabile progetto della recherche, 2016, et plus récemment, Marcel Proust, La vita e la scrittura, qui a déjà été mentionné par Luca Pietromarchi, et qui est un ouvrage à la fois érudit et passionnant que je ne manque jamais de conseiller, de recommander à mes étudiants et que je recommande vivement à tous nos auditeurs. Actuellement,
Elle travaille à 2 autres projets proustiens, un volume avec Roberta Capotorti sur la critique proustienne et un Meridiano Mondadori qui va recueillir les écrits de Proust avant À la recherche du temps perdu. Merci donc à vous, Mathieu et Léonora, d'avoir accepté notre invitation et pour parler de ce volume de la Pléiade. Aujourd'hui, notre rencontre prendra la forme d'un entretien au cours duquel Eleonora Sparvoli et moi-même solliciterons Mathieu Vernet avec une série de questions visant à mettre en lumière les aspects critiques et scientifiques de cette nouvelle Pléiade, mais aussi le plaisir renouvelé de lecture de l'œuvre proustienne qu'elle nous offre. Avant de commencer notre entretien, je vais donner un aperçu de l'ouvrage, de sa structure, de son architecture, afin qu'on puisse avoir une vision d'ensemble du projet et puis discuter ensuite de ses enjeux. Partons d'abord du positionnement éditorial. Ce volume remplace et se substitue au numéro 229 de la collection de la Pléiade, une ancienne édition de l'œuvre essayistique de Proust qui portait le long titre « Contre Sainte-Beuve », précédé de Pastiche et mélange et suivi de C et articles, dirigé en 1971 par Pierre Clarac, avec la collaboration d'Yves Sandre. Cette nouvelle édition n'est pas une simple mise à jour de celle de 71, mais une refonte complète de l'œuvre essayistique de Proust, tenant compte de la découverte de nouveaux textes et des progrès de la critique génétique des 50 dernières années. Le nombre de pages a doublé, passant de 1040 à 2064, ce qui illustre l'ampleur du projet et du travail accompli, évidemment. Ces essais nous font entrer dans le laboratoire de Proust. Nous y voyons l'écrivain expérimenter et chercher sa voie. Et au fil de l'ouvrage, nous assistons à la naissance, à l'épanouissement et au triomphe d'une vocation. Le volume est organisé en 4 parties qui montrent l'évolution intellectuelle et stylistique de Proust. D'abord, les écrits antérieurs à 1911, ensuite Pastiche et mélange, ensuite le dossier du Contre Sainte-Beuve, et enfin les écrits postérieurs à 1911. L'année 1911, vous le voyez, est le pivot de cette organisation. C'est une année où Proust ne publie rien. Pourtant, elle est loin d'être improductive, car c'est l'année où il achève la première version dactylographiée du début de la future recherche, alors intitulée « Les intermittences du cœur, le temps perdu », première partie. La première section retrace, donc écrit antérieur à 1911, retrace l'ascension de Proust journaliste, des premiers articles pour les revues du lycée Condorcet jusqu'à sa consécration à la une du Figaro. On y découvre ses exercices scolaires, ses albums de confidences, ses premières collaborations avec la presse, ses chroniques des salons parisiens, mais aussi des articles refusés et des textes posthumes plus ou moins fragmentaires. Lettres, esquisses de salon, portraits mondains, critiques musicales et littéraires. Ces écrits nous racontent l'histoire d'une réussite. Nous suivons l'écriture, la pensée, le goût de Proust qui se forme, s'affirme, s'épanouissent. Nous pouvons observer l'univers d'un écrivain prendre forme à travers sa quête stylistique, son exploration des genres variés, son travail sur les stéréotypes. Les thèmes, les personnages et les lieux qui habiteront à la recherche du temps perdu s'y dessinent déjà. La mondanité avec ses codes, le snobisme dans toutes ses nuances, des figures emblématiques comme la princesse Mathilde ou Madeleine Lemaire. La deuxième partie, Pastiche et mélange, reproduit un volume intitulé Pastiche et mélange, publié chez Gallimard en 1919. Ce recueil, loin d'être improvisé comme Proust a parfois voulu le laisser croire, résulte d'un projet mûri pendant 15 ans. L'ouvrage rassemble des textes parus au début du XXe siècle, les pastiches de l'affaire Lemoine et quelques autres essais. Et la note de Christophe Prado s'avère très précieuse. Elle offre des références exactes à la correspondance et à d'autres sources, propose des hypothèses aussi sur la genèse du recueil, retrace sa réception, important une attention particulière
aux impressions des premiers lecteurs, des tout premiers lecteurs de ces textes. Christophe Prado introduit les pastiches par une réflexion sur les genres et sur son lien avec la culture rhétorique de l'imitation qui était à la base de l'enseignement scolaire jusqu'aux années 1880-90, quand elle est remplacée par la culture du commentaire. Il s'agit, selon lui, d'une écriture thérapeutique, donc le pastiche, car elle est capable d'équilibrer admiration et provocation, mais aussi introspective, car elle rend compte d'un lien profond entre le pasticheur et le pastiché, et en quoi c'est une forme active de critique littéraire. Proust, dans une lettre à Robert Dreyfus du 17 mars 1908, parle de critique littéraire en action concernant le pastiche. Je m'arrête là, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Troisième partie, enfin, de ce dont on a déjà beaucoup parlé, le Contre Sainte-Beuve. Donc, cette troisième partie présente la nouvelle édition du Contre Sainte-Beuve, devenue dossier du Contre Sainte-Beuve. L'édition de Mathieu Vernet succède à celle de Bernard de Fallois et de Pierre Clarat, tout en s'inspirant aussi des intuitions développées par Mariolina Bertini dans l'édition allemande de 1997. Le Contre Sainte-Beuve apparaît comme un projet en perpétuel mouvement, un livre fantôme, selon l'expression de Vernet, dont il retrace la dynamique créative entre 1908 et 1910, jusqu'à son abandon définitif. Durant cette période, Proust, nous l'avons dit, il hésite entre l'essai critique à la manière de Taine et le récit intime d'une conversation avec la mère du narrateur. Oscillation qui préfigure déjà la structure de la future recherche où analyse et narration s'entrelaceront constamment. Le paradoxe de ces dossiers est saisissant. Il dessine la structure d'un livre sans vraiment en être un. Ce qui me semble paradoxal est l'effet que nous contemplons ici, l'édition critique d'une intention, la tentative de capturer, vision mentale, un ensemble d'éléments tendant vers un ordre pressenti, mais jamais concrétisé. Cette édition conjugue rigueur philologique et finesse interprétative, révélant une connaissance profonde de l'œuvre et de la psychologie proustienne. On y observe une métamorphose décisive, l'émergence de personnages de plus en plus nuancés, notamment la caractérisation du marron de Charlus et la réflexion sur l'inversion qui génère, selon Vernet, une véritable étincelle créatrice. La quatrième partie, écrite postérieure à 1911, rassemble les textes rédigés lorsque Proust s'engage pleinement dans l'élaboration de son roman, qui acquiert au fil des années une ampleur inattendue. Ces contributions se répartissent en deux périodes distantes, 1912-18 et 1919-1922. Nous voyons Proust, dans cette partie, nous voyons Proust devenir une figure littéraire majeure, maîtrisant avec assurance les codes du champ littéraire et déployant une stratégie d'autopromotion parfaitement consciente, façonnant ainsi sa propre image d'écrivain et son mythe personnel dans le monde des lettres. Or, d'une manière générale, la présentation de textes dans ces volumes poursuit une double ambition. D'une part, une attention minutieuse à l'explication et à l'analyse du contexte de chaque écrit. Et d'autre part, la volonté d'appréhender tous ces textes dans leur relation dynamique avec le roman à venir. Et le titre « Essai » est évidemment évocateur dans ce sens. Tous les textes recueillis sont des tentatives, des épreuves, des esquisses qui guident Proust vers son chef-d'œuvre. Par ailleurs, dans la préface du volume, Antoine Compagnon utilise justement le mot « essai » comme fil conducteur de son argumentation. C'est en explorant les multiples acceptions de ce terme que nous saisissons pleinement la révolution, à la fois intime et littéraire, accomplie par Proust. Une métamorphose qui lui ouvre la voie
vers ce que Roland Barthes nommait la tierce forme. Je voudrais terminer cette présentation en revenant sur un passage de l'introduction qui me semble très évocateur, car il éclaircit la visée du projet. Donc à un moment donné, Antoine Compagnon revient sur les notes que Proust consigne dans son carnet dans l'automne 1908. Ces annotations révèlent une grande diversité. Elles se révèlent d'une grande diversité, donc tantôt elles capturent des parfums, des sensations éveillées par la nature, tantôt elles méditent sur l'essence du passé, comparée aux irrégularités du pavé du baptistère de Saint-Marc à Venise. Et en lisant ces annotations, nous voyons aussi un homme qui puise une forme, disons, de consolation dans sa fragilité physique, exprimant sa gratitude pour cette condition qui lui permet de se vouer à un travail marqué par la lenteur, le silence et la persévérance. Malgré la richesse de son univers mental, peuplé d'objets, de visages, de paysages, de scènes, Proust semble désorienté quant à l'usage de ce matériau. Une inquiétude transparaît, celle de s'être égaré dans une collection d'images fétiches auxquelles il ne parvient plus à donner une cohérence d'ensemble. Parmi les phrases annotées, il y a aussi une question essentielle. Proust se demande « Suis-je un romancier ?» Cette question, pour Proust, n'a pas encore de réponse. Or, l'argument de cette préface, de la préface de cette Pléiade, consiste précisément à nous montrer que Proust était véritablement romancier, ou qu'il l'est devenu, et ce grâce à la pratique de l'écriture essayistique. Cette édition des essais nous dévoile la genèse d'un écrivain à travers ses expérimentations, ses échecs et ses réussites. Il a forgé une forme nouvelle qui allait transformer l'art du roman. La création de l'écrivain et celle de l'œuvre constituent les deux faces d'un même processus créateur. Or, après cette introduction, je m'adresse directement à toi, Mathieu, et pour commencer, pourrais-tu nous raconter comment est né ce projet éditorial? Puisqu'il s'agit d'un travail d'équipe, j'aimerais aussi savoir comment vous avez organisé votre collaboration, combien de temps a duré ce chantier et quelles ont été les étapes clés de cette aventure collective. Merci Francesca pour ton introduction et cette première question. Juste avant d'y répondre, je voudrais aussi remercier il Seminario di Filologia Francese pour son invitation et leur dire et vous dire que je suis très touché d'être le premier invité de ce cycle. Et je suis heureux de présenter ce volume. Et je commence à répondre à la question que tu me poses. Je suis heureux de présenter ce volume parce que non seulement j'ai le sentiment que c'est un livre qui est un vrai livre à lire, dans des conditions sur lesquelles nous reviendrons peut-être, mais c'est un livre qui se lit et c'est un livre qui ne s'adresse pas à des spécialistes seulement, même s'il y a tout un appareil critique qui donne le sentiment d'un livre qui comporte beaucoup de savoir. Tu as dit que les pages avaient doublé, Luca l'avait aussi rappelé tout à l'heure, on est passé de 1000 pages à 2000 pages. Une grande raison de l'une des grandes raisons de ce doppiamento, c'est le fait que nous avons fait beaucoup plus de notes qu'auparavant, et donc on peut avoir le sentiment que la matière critique est plus riche. Mais nous avons aussi donné beaucoup plus de textes de Proust qu'il n'en était donné en 1971, et voilà, ça c'était la première chose, c'est un livre qui, à mon avis, est agréable à lire. Et deuxièmement, et là je réponds à ta question, c'est un livre qui a été très agréable à faire parce que nous avons travaillé avec Antoine Compagnon et Christophe Prado dans une sorte d'ambiance. J'ai découvert un vrai travail d'équipe, de collaboration plaisant, agréable, d'échange, de construction progressive. Et en fait, l'histoire du volume est assez singulière puisque Christophe Prado m'avait proposé en 2012 de
refaire une édition du Contre Sainte-Beuve pour les éditions Champion. Et j'avais trouvé sa proposition très agréable, d'autant que nous ne nous connaissions pas à l'époque. Donc nous sommes partis, la fleur au fusil, pour faire une nouvelle édition du Contre Sainte-Beuve, jusqu'à ce qu'on se rende compte, une chose un peu étrange, que le livre était encore sous droit, puisque comme il a été publié en 1954, il ne dépendait pas de la date de la mort de Proust, mais de la date de la mort de la publication 1954, et que donc du coup nous ne pouvions pas publier le livre ailleurs que chez Gallimard jusqu'en, je ne sais pas, 2030, quelque chose comme ça. Donc, donc du coup notre projet tombait un peu à l'eau, en sachant que c'était Champion qui nous l'avait proposé, donc l'éditeur était lui-même un peu en défaut. Et après quoi, l'idée quand même de refaire un Contre Sainte-Beuve semblait s'imposer. Et on s'est dit, on peut le proposer à Gallimard. Nous en avons parlé tous les deux à Antoine Compagnon, qui a trouvé l'idée séduisante, et on s'est tourné vers Gallimard. Et Gallimard nous a dit, pourquoi pas. En fait, on pensait tout simplement à faire un folio, refaire un folio. Et Gallimard nous a dit, mais pourquoi vous ne refaites pas la Pléiade? Et donc, tout est parti du Contre Sainte-Beuve. Et on s'est dit, est-ce qu'on refait la Pléiade? Pourquoi pas, effectivement, elle était ancienne. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il devenait très intéressant de faire ce que tu as présenté, c'est-à-dire, et ce qui est aussi à la mode à la Pléiade depuis une dizaine d'années, c'est de construire une table des matières chronologique, qui suivent l'histoire de l'écriture de l'écrivain. Ce qui n'était pas du tout le cas, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, puisque le volume de 1971, qui avait bien des mérites, était un bordel innommable, avec des textes du début qui étaient présentés à la fin. Il n'y avait vraiment aucune unité d'ensemble. Bon, ça se défendait, mais le titre que tu as donné, Contre Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges et suivi d'essais et articles, montrait bien le caractère un peu fouillis de la chose. Donc nous nous sommes dit, on va faire une présentation chronologique, et on ne s'est rendu compte de l'efficacité de ce plan que presque qu'à la fin, parce que en réalité Proust, et ça s'applique particulièrement bien à Proust, parce que Proust est un obsessionnel. Donc très tôt, il a les idées qui l'intéressent. Donc très tôt, il va parler de la mer, de la mémoire. Tout ça se met en place très tôt, mais il ne le systématise pas, il ne comprend pas encore en quoi ça l'intéresse. Et donc on voit ces thèmes qui apparaissent très vite, mais qui vont petit à petit mûrir d'année en année. Et donc, pour celles et ceux qui pourraient lire le livre d'une traite, ce que je ne conseille pas, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de tomber malade, à tous les sens du terme, à la fois psychologiquement, à la fois physiquement. Donc on ne lit pas les essais de la page 1 jusqu'à la page 2040, sans quoi c'est l'indigestion assurée, et puis sans doute une proustophobie puissante et violente après. Mais donc pour celles et ceux qui voudraient se lancer là-dedans, on verrait un Proust qui évolue et une pensée très cohérente, mais qui mûrit. En revanche, je crois que, mais on y reviendra peut-être, je crois que c'est un livre qui se lit comme la plupart des textes sont assez courts, fragmentaires, font 3-4 pages. On arrive très facilement à le lire en l'ouvrant au hasard, et on tombe sur quelque chose que la plupart du temps on ignorait, puisque ce sont des textes de Proust qui ne sont pas très connus, exception faite des grands articles, mais bon, finalement c'est vraiment une minorité sur l'ensemble du volume. Et donc il y a cette manière de découvrir et de lire le livre que je trouve intéressante, assez moderne, qui n'est pas une lecture linéaire du début jusqu'à la fin, mais qui est une sorte de lecture un peu à la manière d'un recueil de poésie, c'est-à-dire qu'on ouvre le livre et on tombe sur quelque chose et on tourne des pages, on avance, et j'ai le sentiment que notre livre, notre édition, appelle ce type de lecture, qui n'est pas une lecture qui s'inscrit dans la durée, qui est une lecture un peu
pas sérieuse. Donc voilà. Et de notre côté, pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien Proust, il faut savoir une chose, c'est qu'il a une manière d'écrire les brouillons de la recherche du temps perdu se composent d'une manière très singulière, que l'on ne rencontre pratiquement chez aucun autre écrivain, c'est que Proust écrit par fragments. Ce qui fascinait aussi Barthes, au moment où il travaillait sur la notion de fragment. Proust écrit, donc, avait des cahiers de brouillons, il écrit 3-4 pages sur un thème, s'arrête et continue sur toute autre chose, et pendant 3-4 pages, s'arrête et continue, absolument sans continuité logique, sans continuité chronologique, c'est simplement lui qui se dit à présent je dois écrire ça. Et au bout d'un moment, de 2, 3, 4 ans, d'un coup Proust se dit il faut que je ramasse ça dans quelque chose de cohérent. Et là, c'est quelque chose qui nous échappe, que les chercheurs ne comprennent pas. Comment Proust pouvait avoir la mémoire de ce qu'il avait écrit, parce que quand il décide de rassembler tout cela, il sait exactement où se trouvent chacun des fragments, et surtout les fragments s'emboîtent les uns aux autres, sans ajout de phrases. C'est-à-dire qu'il a une manière d'écrire qui sont un peu comme les... Alors, bon, j'ai des enfants en bas âge, donc je suis très tourné vers les Lego en ce moment. Mais c'est un peu comme les Lego, les petites pièces qui s'accrochent les unes aux autres sans peine, quelle que soit leur forme. Et les fragments de Proust, c'est très étonnant, mais Proust sait commencer un fragment et terminer un fragment de telle manière qu'il arrivera à accrocher avant et après quelque chose qu'il a écrit ailleurs, parfois 5 ou 6 ans avant, parfois 2 ou 3 ans après, et le tout a une cohérence très surprenante. Et donc c'est une écriture fragmentaire, et je trouve qu'à l'arrivée, le volume, par sa composition par fragments, rend un peu compte de cela. Je répondrai à ta dernière question sur tu dis combien de temps vous avez travaillé dessus. Donc Christophe Prado m'a proposé en 2012. Le livre est sorti en 2022. Donc on va dire que ça fait 10 ans de travail. Mais je dirais que pendant 5 ans, nous n'avons rien fait. Sinon, discuter de savoir si on proposait ça à Gallimard ou pas. Donc on ne peut pas dire que ce soit un travail très intense. En revanche, après, je dirais que pour faire cette Pléiade, il nous a fallu 4 ans de travail acharné. Mais tellement jouissif dans les découvertes. Mais c'est aussi ça que je trouve merveilleux chez Proust, mais chez de grands écrivains, enfin chez tous les grands écrivains, que ce soit des écrivains francophones ou pas, chez Baudelaire, chez Stendhal, chez Flaubert, c'est qu'on a l'impression que ce sont des auteurs qui ont été broyés par la critique, où on ne peut plus rien dire, et du moment qu'on se penche sur les textes, qu'on les lit de près, on se rend compte qu'il y a des tonnes de choses à trouver, mais plein, et on se dit, mais c'est fou que personne n'ait vu ça avant. Et il y a vraiment quelque chose de très stimulant en se disant... donc voilà, donc il y a beaucoup de jeunes étudiants dans la salle. Je crois que ça doit pousser non pas seulement à étudier Proust, parce que Proust c'est merveilleux, mais les grands auteurs, les grands écrivains, les grands artistes sont des gens qui accueillent ces pensées nouvelles. Et ça, c'est vraiment incroyablement jouissif. Merci Mathieu. Je laisse la parole à... Merci. Merci Francesca pour ta présentation, d'abord. Alors, je voulais revenir sur ce que tu as dit à propos du Contre Sainte-Beuve, qui évidemment a été un peu le cœur du projet. Tout dérive de cette volonté de rééditer les Contre Sainte-Beuve. En partie, tu as déjà répondu, mais j'aimerais bien y revenir sur ces sujets, c'est-à-dire la différence, la manière différente de laquelle tu as édité, parce que c'est toi qui as édité la partie concernant les dossiers du Contre Sainte-Beuve, témoigne aussi de la centralité que la critique génétique a assumée dans les études proustiennes. Et je trouve que l'importance assumée par la critique génétique correspond aussi à un changement du public auquel s'adresser. Je m'explique.
De Fallois s'était préoccupé de rendre lisible, c'était les années 50, de rendre lisible son contre Sainte-Beuve, et il avait monté, arrangé, maquillé un peu les fragments. À son tour, Clarac, dans son opération de nettoyage de son contre Sainte-Beuve, de toute la partie narrative, avait peut-être visé une certaine cohérence, même si il était convaincu que les deux projets étaient distants, donc les projets critiques et les projets narratifs n'étaient pas la même chose. Et tous les deux avaient dans leur visage un lecteur idéal auquel s'adresser. Et je me demande, en partie tu as dit, ce n'est pas seulement un livre pour les érudits, mais alors les lecteurs passionnés, qu'est-ce qu'il peut trouver dans les dossiers du contre Sainte-Beuve en particulier, dans ces montages, qui n'est pas un montage, effectivement, dans sa présentation. Voilà. Alors, je te remercie pour cette question qui est quand même assez difficile si on essaye d'y répondre honnêtement. Mais au préalable, et si tu le permets, je remets en contexte simplement l'histoire de l'édition du Contre Sainte-Beuve, parce que les gens qui ne sont pas directement spécialistes de Proust connaissent mal la chose. Il faut se dire d'emblée une chose, c'est que ce qu'on appelle Contre Sainte-Beuve est un livre qui n'existe pas, que Proust n'a jamais écrit. Et c'est d'autant plus singulier que Luca nous racontait tout à l'heure que c'est un livre qui pourtant désormais existe pleinement, qui est traduit dans toutes les langues. Alors, quelle est donc l'histoire de ce texte qui n'existe pas? C'est qu'en 1950, Bernard de Fallois, qui était un tout jeune chercheur, je crois qu'il avait 23-24 ans, était allé voir Suzy Mande-Proust, la nièce de Proust, qui avait tous les brouillons, qui avait tout ce que Proust avait écrit chez elle, qui n'entendait rien à la littérature et qui avait dans des malles remplis des brouillons en quantité astronomique. Et donc lui était un grand amateur de Proust et va voir Suzy Mande-Proust donc à Paris et lui dit voilà, j'adore le roman de votre oncle, est-ce qu'il n'aurait pas laissé des brouillons? Et elle dit ouf, oui, des brouillons, il y en a plein la malle. C'est le bordel. Et lui dit, si vous voulez, je peux vous proposer de ranger patiemment ça. Et donc, pendant 2 ans, il range des dizaines de milliers de pages de brouillons. Et comme je vous le disais, c'est très difficile, parce que comme Proust écrit par fragments, c'est très compliqué de repérer un peu ce qui appartient à quoi. Et c'est le premier à avoir mis les nez dans le manuscrit de Proust. Donc, c'est le premier à découvrir, à essayer de comprendre comment fonctionnait l'écrivain. Et il faut lui reconnaître un mérite, c'est qu'il avait 24 ans, il n'y avait absolument aucune bibliographie sur Proust. On écrivait sur Proust, mais on n'écrivait rien sur les brouillons, on n'en savait rien. Et vraiment, en 2 ans, il a fait un travail absolument remarquable de classement des archives familiales. Et il a découvert dans ce tas monstrueux, ce sont des dizaines de milliers de pages. Donc dans cet énorme tas, il a isolé une grande quantité de brouillons de la recherche du temps perdu. Donc ça, il les laisse de côté. Et puis, il a trouvé ce qu'on a appelé plus tard, ce que lui a appelé Jean Santeuil, c'est-à-dire un roman que Proust a écrit pendant 4 ans, entre 1896 et 1899. Donc c'est un roman qui ressemble beaucoup à La recherche du temps perdu, mais qui est à la 3e personne du singulier. C'est un jeune homme qui aime bien que sa maman vienne lui faire un bisou le soir avant de se coucher. Il a plein de souvenirs, il se souvient de son enfance. C'est des choses que l'on connaît très bien, mais tournées à la 3e personne, puis surtout qui ne va nulle part. Le Proust ne sait pas quoi faire de cela, donc il écrit 500 ou 600 pages, et puis du jour au lendemain s'arrête, se disant que ce projet pourrait durer des milliers de pages sans qu'il puisse mettre un terme à cela. Donc, Bernard de Fallois l'identifie, rassemble tout ça, crée un livre que Proust n'a jamais fait, le publie en 1952 et s'appelle Jean Santeuil. Il publie un 2e livre 2 ans plus tard, qu'il appellera Contre Sainte-Beuve,
un titre que Proust n'a utilisé qu'une fois, véritablement, enfin une ou deux fois, véritablement, où dans une lettre, il dit « Je suis en train d'écrire un livre contre Sainte-Beuve ». Bon, donc vous voyez même l'ambiguïté dans la formule, hein, j'écris un livre contre Sainte-Beuve, voilà. Et donc Bernard de Fallois décide de faire ce livre, et là, vraiment, ce livre est un bijou, à la fois, c'est un chef-d'œuvre d'éditeur, mais c'est une imposture complète en termes philologiques, parce que, comme Proust écrit par fragments, Fallois va abuser de cela et va couper des fragments de Proust et coller jusque même au niveau de la phrase, c'est-à-dire que tout contre Sainte-Beuve de Fallois sont entièrement des mots écrits par Proust, mais des phrases sont des débuts écrits en 1908 et l'autre en juin 1909, collés. Il y a des passages, donc on retrouve la même chose au niveau du paragraphe, puis au niveau de page. Enfin, c'est une recomposition complète, mais ce qui est absolument génial, c'est que quand on lit ce livre, on se dit « Waouh, c'est proustien ». Et c'est vrai que là, Fallois a été aussi très fort, il a créé un livre que Proust aurait pu écrire, mais qui n'est en rien, et il faut le dire très clairement, qui n'est en rien le livre de Proust. Bon, tu l'as évoqué, en 71, Clarac, quand il fait la Pléiade, se rend compte de la manipulation complète qu'a fait Fallois et se dit, moi, en tant que philologue, je ne peux pas publier ce livre, c'est pas possible, enfin, c'est un mensonge trop grand. Donc, il décide de suivre une autre logique de classement, qui est une logique sur laquelle je ne m'étends pas, qui ne marche pas non plus. Enfin, il n'a pas compris. Alors lui, pour le coup, il n'a vraiment pas compris l'esprit de Proust. Et donc, il a retenu des textes. Enfin, ça ne marche pas. Son texte ne marche pas. Enfin, c'est vraiment pas bon. Mais ça existe. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une situation très étrange. Je sais que chez Gallimard, nous avions un titre, Contre Sainte-Beuve, et 2 livres qui correspondaient à absolument deux livres différents et avec un texte différent. Hein, certains passages se recoupaient, mais enfin très peu. Donc là, c'est encore pire, puisque désormais, nous avons chez Gallimard on a un livre, un titre pour 3 textes différents. Et donc, ce que j'ai cherché à faire, et donc là, je réponds à ta question, quand tu dis à quel lecteur vous adressez-vous, j'ai essayé de faire avec cette édition de proposer un texte qui soit le plus fidèle à la manière que Proust a d'écrire. C'est-à-dire qu'on suit chronologiquement les idées telles qu'elles se présentent à Proust. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme Proust écrit par fragments et qu'il passe facilement du coq à l'âne, fatalement, il y a des moments de rupture très fortes en termes de narration. On ne comprend pas pourquoi. Il est en train de parler de sa mère et c'est très émouvant. Et puis d'un coup, il parle du lapin à la moutarde. Bon, voilà, il y a des choses qui se passent dans sa tête qu'on ne comprend pas. Mais c'est aussi intéressant. Et on s'est dit que de toutes les manières, comme il était illusoire de créer un livre. Enfin, seul Proust était capable de... Enfin, on l'a vu avec La recherche du temps perdu. La manière dont il agence ses fragments est quelque chose que seul lui peut faire. Donc, Fallois l'a fait. Il a bien fait. C'est malhonnête, mais c'est intelligent, donc tant mieux. C'est un livre qui s'est bien vendu. Alors, ce qui est d'autant plus fou, c'est que quand le livre paraît en 1954, c'est au moment où se développe la nouvelle critique en France, avec Barthes, Foucault, Lévi-Strauss, qui lisent tous ce livre, d'où la question que la lezione que tu as eue pour le concours. C'est un livre qui a bousculé complètement le structuralisme et la nouvelle critique, parce qu'ils se sont dit, ah ben voilà, chez Proust, il y a la théorie que nous sommes en train de mettre en place, c'est-à-dire la mort de l'auteur, la dissociation du texte et de la biographie. Mais ça, c'est quelque chose qui, en réalité, n'est pas du tout proustien et qui a été construit par Fallois, sans doute aussi parce que Fallois sentait que le structuralisme était en train d'émerger. Hein. Le premier grand texte de Lévi-Strauss, c'est 1949, donc on est 5 ans avant Contre Sainte-Beuve. Donc il y a sans doute
déjà dans l'esprit de Fallois le fait de sentir que Proust a un côté structuraliste, et derrière les structuralistes qui vont donner un coup sur la tête en disant « Ah voilà, ça c'est nous ». Et sans surprise, derrière Deleuze qui publie Proust et les signes, Genette, Jean-Pierre Richard, enfin, tous les grands critiques de la nouvelle, Michael Riffater, tous les grands critiques de la nouvelle critique prennent le Contre Sainte-Beuve comme étant une sorte de manifeste de leur propre manière de travailler. Donc, ce que nous voulions faire, c'était déjà essayer de montrer que Contre Sainte-Beuve, pour Proust, n'a jamais été un texte critique. Contre Sainte-Beuve a toujours été un essai narratif, où la narration est importante, où on raconte une histoire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une histoire folle, hein, c'est pas du Alexandre Dumas, c'est pas le Comte de Monte Cristo, mais il y a quand même une histoire, il se passe des choses. Et cette action est le support d'une réflexion sur la littérature qui vient en second temps, mais qui n'est pas premier, comme c'est le cas chez Fallois ou chez Clarac. Donc, du coup, notre idée, c'était de se dire, voilà, on essaye de montrer, de faire de Contre Sainte-Beuve une sorte d'exhibition du laboratoire de l'écriture, avec les difficultés que cela suppose, parce que il y a des passages qui se redisent. Voilà, il y a de la répétition, et il y a des passages, on saute un peu du coq à l'âne parfois, comme je le disais tout à l'heure, et j'ai quand même fait un peu de montage, sans quoi ça aurait été absolument illisible. Antoine Compagnon a un moment défendu, je ne sais pas s'il était vraiment sincère, mais Antoine Compagnon est mon Dieu, hein, donc je ne critique pas, mais je ne sais pas si vraiment Antoine Compagnon pensait cela faisable, disait l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est donner les cahiers du Contre Sainte-Beuve comme Proust les a écrits, c'est-à-dire les donner... mais alors là, à mon avis, ça s'adressait à 12 personnes dans le monde. C'est ça, oui. Donc là, je crois que c'était vraiment très, très dur de rentrer là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Enfin, parce que quand même, j'ai coupé des choses. Enfin, les répétitions, j'ai essayé un petit peu de les supprimer. Mais j'en laisse parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que l'écrivain, que Proust a besoin de se répéter les choses, d'entendre. Il est en train de devenir écrivain. Il devient écrivain. Donc, il en a la conscience et il a besoin d'entendre son style en train de se faire. Et on le voit, ça se voit dans les phrases telles qu'elles se construisent et dans les répétitions. On voit qu'on retrouve un peu le gueuloir de Flaubert, hein, cette manière de faire exister sa voix d'écrivain. Et ça, c'est évident qu'avec Contre Sainte-Beuve, Proust devient vraiment écrivain, enfin, a la conscience de devenir écrivain à ce moment-là. Alors, je dis une dernière chose sur Contre Sainte-Beuve, c'est qu'il faut savoir que désormais, la critique génétique a montré depuis une trentaine d'années que Contre Sainte-Beuve est en réalité la recherche du temps perdu. C'est-à-dire que Proust a commencé à écrire Contre Sainte-Beuve, il s'est dit, voilà mon projet d'écriture, ce qu'il n'avait pas pour Jean Santeuil, ce que je vous disais tout à l'heure, il écrivait des histoires sur sa mère, voilà, et sur sa jeunesse, mais il ne savait pas où il voulait aller. Là, en 1908, Proust se dit, je sais ce que je veux faire un livre sur Contre Sainte-Beuve, enfin, contre la méthode de Sainte-Beuve. Donc, ça, c'est la fin. Il sait qu'il veut terminer là-dessus. Donc, il part là-dessus, et son livre commence par une vague d'abord, puis vaste, remémoration, où il repense à son enfance, et dans son enfance, il repense à d'autres moments, et la remémoration prend une telle importance que finalement, Proust se dit, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le souvenir. C'est pas tant Sainte-Beuve, c'est le souvenir. Et donc, sans qu'il le décide du jour au lendemain, parce qu'il n'y a pas un moment où Proust se dit « Ah putain, là ça y est, c'est la recherche du temps perdu ». Proust a évolué doucement et d'un coup s'est dit « Non mais en fait, Sainte-Beuve ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus. Ça m'a intéressé, j'ai eu besoin de ça pour me lancer dans l'écriture, mais je bascule sur le roman à la recherche du temps perdu ». Et c'était l'idée que nous voulions, nous avons toujours ça voilà. Donc vous le voyez, pardon, merci.
vous le voyez, là, vous avez le... Ah non, pardon, je crois que je ne tiens pas le bon... Voilà. Donc là, vous avez le sommaire de Contre Sainte-Beuve, et ça recoupe en grande partie l'ordre dans lequel Proust a écrit. Donc vous voyez que d'abord, j'ai donné des textes sur Sainte-Beuve, ce sont les premières choses que Proust écrit, puis après, j'ai appelé ça essai narratif, parce que c'est assez vague, ce sont des souvenirs, enfin, c'est de la narration, mais il n'y a pas de personnage. Et après, il y a des développements romanesques, et là, pour le coup, il y a des personnages qui apparaissent, Swann, Charlus, les Guermantes, et là, le roman se met en place. Donc, vous voyez bien qu'il y a vraiment une progression. Là, nous sommes en novembre 1908, ça, nous sommes en mars 1909, c'est-à-dire que 4 mois se sont passés. Il faut se dire que Proust est dans une phase de création comme il n'en a jamais connue dans le reste de sa vie. Il a eu une période la folle d'écriture où d'un coup se libère. Enfin, Proust sent que, et je trouve cette image, enfin tout le monde trouve, je ne suis pas très original, tout le monde trouve cette image de Barthes absolument merveilleuse. Barthes dit, ce qui m'a toujours fasciné dans Contre Sainte-Beuve, c'est que je vois le moment où ça prend. Vous savez, en français, on dit que la mayonnaise prend au moment où on est en train de la battre, et d'un coup, de manière miraculeuse, sans qu'on arrive à expliquer, parce qu'il faut aller à une certaine vitesse, d'un coup, on passe d'un mélange d'ingrédients à pouf, la mayonnaise qui apparaît. Eh bien, Barthes l'a très bien compris, Contre Sainte-Beuve, c'est le moment où la recherche du temps perdu prend, comme la mayonnaise. Et que Proust l'a vu, d'un coup, il s'est dit « Ah, ça y est, ça a gonflé ». Et ce qui a gonflé, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle là les développements romanesques. C'est-à-dire que d'un coup, le roman s'est répandu comme une sorte de tsunami et a écrasé tout autour de lui, toutes les volontés, la volonté d'écrire sur Sainte-Beuve, tout ça. D'un coup, c'est passé à l'as. Et puis Swann est arrivé, les Guermantes, etc. Donc, je réponds à la question, pardon. Donc, quel lecteur? Je dirais que, en somme, et je suis très sincère quand je dis cela, je crois que désormais, étant donné qu'on a la recherche du temps perdu telle qu'elle est, qu'on sait que Proust est l'un des plus grands écrivains de tous les temps, je crois qu'un lecteur, tu disais passionné, moi je dirais même curieux, peut lire Contre Sainte-Beuve tel qu'il est donné là, parce qu'il est en capacité, sans avoir de savoir particulier sur Proust, il est en capacité de comprendre lui-même ce qui se passe chez l'artiste, chez l'écrivain. Et là, je relisais des textes récemment de Paul Valéry, où il disait son rejet de la critique d'art, de tout ce qui est critique de littérature, parce que Valéry disait c'est absolument inintéressant de savoir ce qu'on pense d'un roman ou d'un tableau. Ce qui est passionnant, c'est d'essayer de comprendre ce qui fait qu'on est arrivé à un tableau ou à un roman. Et c'est donc c'est naturellement un écrivain qui dit ça. Donc évidemment, Valéry essaye de comprendre la poiesis, le moment de fureur dans lequel l'écrivain se trouve au moment d'écriture. Mais je crois que l'édition qu'on donne permet aux lecteurs, à ceux qui ne sont pas Paul Valéry, de toucher ce moment assez magique de la naissance de l'écriture. Comme le disait Mauriac, je vais retrouver cette formule, lire Proust en train d'écrire. D'une certaine manière, l'écriture est en train de se faire. Et aussi, par exemple, pour renforcer cette opinion que tu as exprimée, l'énorme succès de l'exposition La fabrique de l'œuvre démontre, et il n'y avait pas que de chercheurs, bien sûr, donc démontre cet intérêt du lecteur curieux pour l'atelier, effectivement, de la recherche, la manière de travailler de Proust. Donc, et juste une question pour se rattacher, après je laisse la parole à Francesca. Je me réfère à un article de réception de l'édition des essais de Jean-Louis Janel, Les devenirs brouillons du canon proustien, que j'ai trouvé très intéressant. Et est-ce que tu penses vraiment que désormais les canons proustiens est inséparable de ces avant-textes, c'est-à-dire si nous devons transmettre, enseigner Proust,
il faut transmettre cette idée de la recherche comme texte instable, inachevé, inachevable. Alors, oui, tu as raison. Juste pour revenir sur ce que tu disais à propos de l'exposition à la Fabrique de l'Œuvre, là aussi je contextualise pour celles et ceux qui n'étaient pas à Paris ou qui ne... En 2022, il y a eu une exposition à la Bibliothèque nationale organisée par Antoine Compagnon, Nathalie Mauriac et Guillaume Faux, qui s'intitulait La Fabrique de l'Œuvre et qui était pratiquement entièrement faite qu'autour de manuscrits de Proust. Il faut savoir qu'en 2022, donc l'année du centenaire de la mort de Proust, il y a eu 3 expositions à Paris. Et les 3 expositions étaient très différentes. L'une à Carnavalet, en gros c'était Proust et Paris. L'autre au musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui était en gros Proust et sa famille juive, enfin, et la tradition juive. Et la 3e exposition, La Fabrique de l'Œuvre, qui était donc tournée vers les manuscrits. Et les 3 expositions ont eu énormément de succès, donc ce qui veut dire, mais vraiment énormément de succès. Celle de Carnavalet, qui était aussi la plus accessible, a dépassé 100 000 visiteurs, donc c'était vraiment un très gros succès. Et tu as raison de dire que la Fabrique de l'Œuvre montre bien que le public est capable, enfin que les gens sont désormais curieux des manuscrits, de voir l'œuvre en train de se faire. Et Antoine Compagnon fait une conférence quasiment à la même heure, là, en ce moment à Madrid, sur les expositions de Proust. Enfin, les expositions qui ont été faites sur Proust. Et ce qu'il dit, donc là, plus ou moins en direct, à Madrid, c'est que entre 1947, la première exposition sur Proust à la Bibliothèque nationale, et de nos jours, les brouillons ont toujours été présents, parce qu'on a tout de suite compris que les brouillons étaient importants pour Proust, mais ils n'ont cessé d'être de plus en plus valorisés. Et la première exposition, c'est assez drôle, on a une photo, elle consiste presque exclusivement en une table comme ça, vitrée, et dedans sont mis tous les brouillons dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été rangés après par Bernard de Fallois, et tout a été mis à l'arrache dans le truc, là, donc tout est superposé. Donc ce qu'on voulait montrer, c'était l'amas de matériel, mais pas tant encore le manuscrit en lui-même, et que toutes les expositions, 71, puis 99 et 2022, chaque fois, les manuscrits prennent de plus en plus de place et on se concentre de plus en plus sur la feuille. Avant, ce qui intéresse, c'est le volume, c'est de dire « Oh, il a écrit beaucoup à la main, tout ça ». Et puis, en 2022, c'est surtout des pages qu'on présentait, donc ça montre bien cette évolution. Et donc, tu demandais... Ah oui, si, en rebondissant sur l'idée de Jean-Louis Janel, que l'œuvre de Proust est désormais liée à l'inachèvement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, par exemple, la Pléiade que Jean-Yves Tadier a faite en 1987-1989, donc en 4 volumes de la recherche du temps perdu, c'était la première fois qu'on donnait à lire autant de brouillons, puisque la moitié de la Pléiade, en quantité, sont des brouillons, mais sont reproduits en annexe. Et je crois qu'on peut dire, enfin, moi j'en suis un exemple, je crois qu'on en a parlé ensemble, je ne sais pas ce qui est ton cas, mais jusqu'à ce que je commence une thèse sur Proust, je n'ai jamais regardé les annexes. Enfin, j'ai lu la recherche dans la Pléiade, mais dès que j'arrivais à l'annexe, hop, je fermais le volume et je passais au suivant. Pourtant, je l'ai eu à 18 ans, enfin, c'était mon cadeau de mes 18 ans, les 4 volumes. Et je me souviens avoir lu l'été dans la Pléiade, j'étais très content. Enfin, donc du coup, moi aussi, je commence à devenir un peu chevronné et chenu et à raconter des anecdotes. Mais je m'arrête là pour ça. Mais personne ne lit les annexes de Tadier. Mais c'était important de dire, il y a les brouillons. En fait, physiquement, ils sont là. Ils prennent de la place, ils sont lourds. On les voit, mais on ne les lisait pas parce que
parce qu'ils étaient présentés de manière trop artificielle. Et je crois que maintenant, effectivement, en lien avec plusieurs choses. D'abord parce que c'est vrai que la nouvelle critique a consacré l'idée que l'œuvre moderne, dans les pas de Mallarmé, de Valéry, c'est l'œuvre inachevée. C'est la grande œuvre. Maintenant, on dit tout le temps que le plus beau, la plus belle œuvre de Leonardo, c'est Saint-Jérôme, qui est... Enfin, pendant longtemps, on ne parlait que de la Joconde, parce qu'elle était vraiment... c'était le tableau fini, achevé. Et maintenant, on ne jure plus... Enfin, maintenant, depuis 40 ans, on ne jure plus que par Saint-Jérôme, parce que c'est le tableau sur lequel Leonardo s'est cassé la tête et n'est pas arrivé à... Enfin, et que, paradoxalement, Leonardo a gardé tout au long de sa vie. Enfin, donc, ce qui montre bien que l'inachèvement est aussi la source et la preuve d'une manière de créativité permanente en tension. Donc, du coup, j'ai le sentiment que Proust, et c'est aussi pour ça qu'il a un côté qui ne le fait pas vieillir, c'est que, comme l'œuvre est instable, elle laisse beaucoup de place au lecteur. Et on parle beaucoup, depuis le développement d'Internet, des fanfictions et du fait que les séries Netflix etc., suscitent chez les internautes et les gens qui visionnent ces séries des désirs d'écriture et de développement. Très sincèrement, je pense que Proust fonctionne aussi là-dessus, parce que comme il laisse beaucoup de choses en suspens et que le roman n'est pas fini, il y a une part de fans en nous, de rédacteurs de fanfiction, qui... Alors, je ne dis pas que ça prend la forme de Downton Abbey, enfin de fans de Downton Abbey, mais ça cultive en nous ce côté créateur, hein, co-création que soulignait Sartre. Voilà. Oui, moi aussi, j'ai encore deux petites questions sur le contre Sainte-Beuve, hein, avant de passer peut-être à autre chose. Donc, la première concerne une formule que tu utilises dans ton commentaire. Hein. Tu fais appel au concept d'opera aperta d'Umberto Eco. Je pense que en fait, c'est lié à ce que tu viens de dire. En fait, ma question est, est-ce que disons, comment cette idée, ce concept d'opéra aperta a guidé ton édition du Contre Sainte-Beuve? C'est une idée qui t'est venue après, quand tu as écrit le commentaire, ou pendant la rédaction, enfin pendant l'édition, le travail d'édition, tu pensais à ce concept-là? La seconde question concerne les pastiches. Hein, donc, d'une manière générale, dans cette Pléiade, les pastiches occupent une place particulière, une place double en quelque sorte. Ils se trouvent, enfin, ils sont à leur place dans Pastiche et Mélange, évidemment, comme on le sait, mais ils ont une place aussi dans le Contre Sainte-Beuve. Donc, pourrais-tu expliquer pourquoi on trouve des pastiches aussi dans le Contre Sainte-Beuve? Alors, pour l'opéra aperta, je pourrais dire, alors ce serait intéressant, ce que je vais confesser m'a valu, vraiment, je vous le promets, m'a valu des moments de sudation vraiment intenses. Et c'est même assez... Enfin, je le confesse, je crois que c'est la première fois que j'en parle, jusqu'à très tard, mais quand je dis jusqu'à très tard, j'ose même pas vous dire jusqu'à quand. Je ne dirais pas que j'ai fait pipi au lit, hein, c'est pas ce que j'annonce. Jusqu'à très très tard, j'ai modifié le plan de Contre Sainte-Beuve. Mais quand je dis jusqu'à très tard, c'est jusqu'à très très tard, hein, y compris sur épreuve. C'est-à-dire que le volume était déjà en composition. Oui, comme Proust. Alors, c'est ce que me disait l'éditeur en me disant, vous prenez pour Proust et vous avez envie de... Voilà, vous prenez pour Proust. Bon, donc, c'est vrai, comme Proust, mais jusqu'au niveau des épreuves, j'ai découpé
Et je disais, parfois, je n'osais pas trop appeler Antoine Compagnon, on lui dit, parce qu'il allait se dire, il est complètement fou. Enfin, le livre sort dans 3 mois et on n'a pas encore on n'a pas encore le plan. Mais pourquoi racontais-je cela? Parce que ça montre à quel point c'est une œuvre. Enfin, c'est une œuvre qui se construit et qui peut s'entendre de plein de manières différentes. Et si je changeais, c'était pas que j'avais une révélation au dernier moment, c'était que je me disais, c'est mieux de faire ainsi, avec la panique de se dire, là, je suis vraiment fatigué, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que le fait de déplacer ça fait pas qu'on parle d'un personnage avant et qu'après... Donc, c'est vrai qu'il y avait un peu des angoisses existentielles de ce point de vue-là, mais il y avait aussi ce côté très fou. C'est ce que je disais d'emblée, hein, c'est qu'avec les fragments, enfin de la manière qu'a Proust d'écrire, vous déplacez des choses, et en fait ça marche très bien. Enfin, sauf quand il y a un personnage qui effectivement apparaît après ou avant. Bon, voilà, ça c'est le seul petit problème. Mais comme il a toujours ces phrases du type « comme nous le verrons plus tard », ça permet... Oui, c'est ça, ajouter quelque part. Et donc, on trouve quand même toujours des moyens de s'arranger avec Proust, quand même. Mais oui, c'est une. Je crois que Contre Sainte-Beuve est une œuvre vraiment ouverte et que vous savez, il y avait ce poème ce recueil de Raymond Queneau qui s'appelle 1000 milliards de poèmes. Alors, il ne faut surtout pas le lire en Pléiade parce que c'est un cauchemar en Pléiade. Ça n'a absolument aucun sens. Mais si vous avez l'édition originale chez Gallimard, qui ne coûte pas si cher, hein, c'est un sonnet. Donc, c'est une page. Sur une page, vous avez 14 vers. Et je ne sais plus combien de fois, je crois 20. Pour chaque vers, Queneau propose 20 variantes. 10. Et il découpe, donc les pages sont découpées à chaque vers, ce qui fait que vous pouvez composer votre propre poème en tournant, par exemple, en prenant la version numéro 6 du premier vers, la version numéro 2 du deuxième vers, la version numéro 9 du troisième. Et donc, il fait un calcul dans l'introduction en disant qu'on arrive à 100 000 milliards de combinaisons possibles et que vous créez votre propre poème. Donc, en Pléiade, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas découpé les pages. Donc, c'est vraiment infernal. Ou alors, il faut découper votre propre Pléiade, ce qui est quand même toujours un petit sacrilège. Mais avec le Contre Sainte-Beuve, on est un peu sur cette combinatoire de Queneau. Alors, tu me parlais de la question des pastiches. Oui, alors, ce qu'il est intéressant de remarquer sur le plan, là, c'est que nous avons fait quelque chose d'assez audacieux. C'est que, donc là, tu as bien rappelé que c'est avant 1911. Contre Sainte-Beuve est rédigé entre novembre 1908 et fin 1909. Et là, nous avons écrit postérieur à 1911. Et Pastiche et mélange, tu l'as rappelé tout à l'heure, est publié. Et de tout ça, c'est le seul livre que Proust a publié. Hein. Donc, c'est la seule chose qui soit tangible. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, ce livre est publié en 1919. Donc normalement, il devrait venir ici. Il devrait venir après les écrits postérieurs à 1911. Mais nous avons décidé de le mettre là parce que tous les textes qui composent Pastiche et mélange ont été écrits entre 1905 et 1909. Donc, Proust reprendra 10 ans après ces textes pour les publier dans un livre, souvent les décontextualisant. Alors, pourquoi je précise cela? Parce que Proust a toujours, toute sa vie, a fait des pastiches. C'est vraiment quelque chose qui correspond à sa manière de travailler, d'écrire. Ses amis disent qu'il pratiquait même le pastiche oral très fréquemment, hein, qu'il aimait imiter les gens en train de parler, il aimait singer les gestuels. Donc Proust est un vrai pasticheur et le premier pastiche que l'on donne, je crois, est de 1891, donc Proust a 20 ans, jusqu'à 1922, donc jusqu'à sa mort. Et on donne des pastiches pratiquement tous les ans, enfin on donne une 50aine de pastiches. Voilà, donc c'est une activité qui a suivi Proust toute sa vie.
Simplement, il y a un moment particulièrement dense d'écriture de pastiche où il le systématise autour de l'affaire Lemoine. Alors, l'affaire Lemoine, c'est une sombre affaire, un fait divers assez bizarre. C'est un richissime diamantaire londonien qui se fait arnaquer en 1908 ou 1907, je ne sais plus, par un pseudo-ingénieur français qui lui dit « Surtout ne répétez pas, j'ai découvert la manière de faire chimiquement des diamants ». Et lui est très riche, hein, c'est un diamantaire anglais qui exploite plein de mines en Afrique. Et il lui dit « Ah oui, et alors vous faites comment vos diamants ?» Il dit « Le problème, c'est que ça coûte assez cher, j'ai besoin de me construire une usine, mais ce que je vous propose, c'est que vous payez la moitié de l'usine, moi je paye l'autre moitié, puis après on se partage les diamants. » Et donc le diamantaire anglais dit volontiers. Donc il donne la moitié de l'argent, et pendant ce temps, c'était complètement faux, hein, il n'avait rien trouvé, le moine, et donc il distribue l'argent, enfin il profite de l'argent. Bon. Et au bout d'un moment, le diamantaire dit « Et alors, l'usine, tout va bien ça va enfin, ça se construit ?» Et bon, il se rend compte que c'est une arnaque. Et donc, le diamantaire porte plainte à Paris. Et il y a un procès qui survient au début de 1908, en février 1908. Et la presse parisienne parle de ce procès. Mais enfin, c'est une histoire vraiment nulle. Enfin, c'est une arnaque. C'est un malin qui a arnaqué un diamantaire. Et Proust lit cette nouvelle dans la presse, ce fait divers dans la presse, et se dit ah ben tiens, je vais me prendre, comme il a toujours aimé le pastiche, il s'est dit je vais devenir un faussaire, et donc il se met à écrire, à raconter l'affaire Lemoine, donc l'affaire de ce faux diamantaire, en prenant la voix de grands écrivains, Flaubert, Saint-Simon, Balzac, Michelet, Renan, Henri de Régnier, etc. Enfin, il en fait 8. Et donc, c'est un moment où Proust se met à considérer dans le pastiche une activité qui est quand même très ludique pour lui, hein, et joyeuse. Ça, c'est sûr qu'il s'amuse beaucoup. Enfin, franchement, je vous invite à le lire. C'est très facile d'accès sur Internet. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand c'est le type même de texte qui fait 3-4 pages. Donc, si vous lisez le pastiche de Balzac, c'est très drôle parce que vous allez tout de suite reconnaître Balzac. Donc vous allez rire parce que c'est quand même assez drôle de voir à quel point un écrivain aussi génial que Balzac ou que Flaubert est si facilement caricaturable. Et puis on rigole parce que Proust raconte l'histoire de ce Lemoine en ne cessant de se moquer de lui. Donc c'est un écrit à la fois léger, mais qui pour Proust a du sens, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est ce qu'il dit, c'est une manière pour lui de se purger des influences. C'est-à-dire, il appelle ça, il parle d'hygiène de l'écriture, il se lave de l'influence de ces écrivains qu'il admire. Et ce qui est très surprenant, c'est que dans un certain nombre de ces pastiches ont été écrits dans les cahiers de brouillon dans lesquels Proust écrit contre Sainte-Beuve. Ce qui montre bien que dans son esprit, il y avait une perméabilité entre l'écriture créative qui était le pastiche, la réflexion sur Sainte-Beuve et le développement d'écrits romanesques. Et que quand je vous disais qu'il passait du coq à l'âne, et bien là, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire qu'il rédige une page sur sa mère, puis après il parle de la moutarde, et puis le lapin à la moutarde, et puis on va avoir une page sur un pastiche de Saint-Simon, comme ça, en plein milieu, d'accord. Et après on revient sur autre chose. Et donc cette manière de superposer à la fois pastiche, critique et écriture romanesque montre bien l'aspect fluctuant de la réflexion de Proust sur les formes et sur les genres. Proust a vraiment le souci... Proust ne croit pas que le roman c'est fait pour raconter, que l'essai c'est fait pour expliquer et que l'autobiographie c'est fait pour raconter sa vie. Proust se dit j'écris et puis advienne que pourra. Et tout se mélange, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir comment les genres, la matière biographique, romanesque, fictionnelle, les faits divers
s'imbriquent les uns les autres et créent, voilà, et créent quelque chose d'assez étrange, d'où mon souhait de présenter donc, dans le Contre Sainte-Beuve, mais là ça n'apparaît pas, mais c'est dans la critique, des pastiches qui sont donnés ici pour bien montrer ce côté mélangé. Alors, je me disais, en pensant à ce que tu étais en train de dire, si Proust, alors Proust pensait ce que tu as dit, mais peut-être n'arrive pas à le théoriser. Je m'explique. Je me réfère à un texte tout à fait particulier qui n'était pas présent dans l'édition de Clarac. Et c'est un texte particulier qui s'appelle L'esthétique de Marcel Proust, que Proust a rédigé en nègre, en ghostwriter, parce que c'était un article qui devait être publié sous la signature de 2 jeunes critiques littéraires. Je vais raccourcir ma question, parce que ces textes, rédigés par Proust, mais signés par ces 2 jeunes critiques, finalement a été refusé par Rivière, qui a dit: cher messieurs, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez écrit à propos de Proust, mais je trouve que c'est un peu réducteur, si je peux résumer, par rapport au caractère novateur de la recherche. Alors c'est un petit paradoxe et qui démontre peut-être ce qu'on a souvent dit à propos de Proust, que sa manière d'écrire, sa pratique d'écriture est beaucoup plus avancée que sa théorisation. Je ne sais pas, je te propose... Oui, oui. Alors, ça, c'est la grande idée de Vincent Descombes, qui avait pas connaissance de ce texte, qui est un inédit découvert il y a 3 ans. Le Vincent Descombes, dans Proust, philosophie du roman, défend l'idée que tu dis, à savoir que Proust est plus audacieux en termes romanesques qu'en termes esthétiques. Que la pensée du roman... que la pensée du roman que la pensée du roman telle que Proust la développe dans Le Temps retrouvé est moins intéressante que le roman que Proust fait. Alors, c'est amusant que tu fasses allusion à ce texte de l'esthétique de Marcel Proust, qui est à vrai dire, quand on connaît Proust, on comprend tout de suite que c'est lui qui l'a écrit. Parce que Proust a une manière d'écrire qui est très contournée, toujours en train de s'excuser, très tordue. Enfin, quand Proust n'écrit pas du roman, c'est incompréhensible, il ne cesse de... ça en est tellement drôle, il est vraiment confus, tout en sachant quand même clairement où il va, mais il crée des effets de confusion c'est vraiment bon. Donc, ce texte que Proust a écrit, il n'y a aucun doute, c'est de Proust. Ça, on ne peut pas mieux imiter le Proust confus tel qu'on ne le connaissait pas à l'époque, puisqu'il a fallu attendre la publication de la correspondance pour découvrir à quel point Proust était fou, névrosé, fou. Oui, je ne t'écris pas pour te demander cela, mais enfin, puisque je t'écris, ça serait quand même dommage de ne pas le faire, mais comme tu risques de croire que je t'écris pour te demander cela, je ne te le demanderai pas, mais ce serait tellement bête quand même de rater l'occasion de te demander, enfin, vous voyez, le truc qui n'en finit pas, mais quand même, à la fin, il finit par dire, oui, alors, est-ce que tu peux me prêter ce livre? Bon. Bref, donc c'est toujours cela. Et là, quand on lit, enfin, ça serait presque amusant de le lire. C'est un peu long, mais ça serait amusant de le lire. Ça sent un peu le brûlé. C'est normal? Bon. Je ne sais pas si c'est pas mon micro qui est en train de... Oui, je vais peut-être... Pardon, avant que nous prenions tous feu. Oui, donc ce texte est de Proust, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que... alors, pourquoi Rivière l'a refusé? Bon, c'est un peu difficile à saisir, puisque c'est vrai que Proust a l'air de s'expliquer. Moi, je vois un truc que je trouve vraiment très tendre, enfin, qui me fait rire,
que je trouve assez chouette, mais là aussi, ça prouve à quel point Proust est vraiment complètement ailleurs. C'est que ce qu'il dit dans ce texte, le lecteur contemporain ne peut pas l'écrire. C'est-à-dire qu'il parle de choses que Proust a écrites mais n'a pas encore publiées. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est en train de se faire... Proust écrit en se faisant passer pour deux jeunes hommes, mais ces jeunes hommes disposent d'informations qu'ils ne peuvent pas avoir à leur disposition parce que Proust n'a pas encore publié ses textes. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire qu'il ne peut... quelqu'un d'un peu sagace ne peut se dit deux choses. Soit ils sont fous, puisqu'ils parlent de choses qui n'existent pas, soit ils se disent c'est Proust qui est derrière. Mais se dire que Proust est derrière, alors qu'il ne cesse de dire mais quel grand écrivain, c'est le plus grand écrivain du début du XXe siècle. Parce que Proust, il va franchement sur lui, il dit vraiment, il renouvelle le roman, c'est génial. Mais donc on reconnaît bien Proust. Et donc je pense que la raison pour laquelle Rivière l'a refusé tient à deux choses. C'est que Proust insiste énormément sur le souci de construction de son volume. Et que ce souci de construction, Proust, ça l'a vraiment omnubilé toute sa vie, mais on ne le comprend qu'après coup, on ne peut le comprendre qu'à partir de la publication du Temps retrouvé, parce que sinon on ne voit pas les effets de balancement des deux côtés, etc. Il faut... Et cet article est de mars 21, et en mars 21, il n'y a que 3 volumes qui sont sortis. Il y a du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et le côté de Guermantes. Donc ça veut dire que Sodome et Gomorrhe n'est pas encore sorti, La prisonnière, Albertine disparue, et Le Temps retrouvé non plus. Donc on est à moins de la moitié du livre. Et eux disent, Proust fait dire à ces deux jeunes hommes, mais vous verrez, quand vous aurez lu les 6 ou 7 volumes à venir, que le livre est construit et que c'est absolument génial. Mais comment ces deux jeunes qui ont 20 ans et 21 ans sont censés savoir qu'il va y avoir 6 ou 7 volumes encore à venir, et encore, comment peut-il savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Et l'autre chose qui est quand même assez troublante, c'est qu'ils disent, Proust dit là-dedans, et puis ce qu'on découvre sur le baron de Charlus, c'est-à-dire son homosexualité, est incroyable. Or, on découvre l'homosexualité de Charlus en juin 1921. Donc ça veut dire qu'en mars, quand ce texte est écrit et soumis à Rivière, Charlus n'est pas homo. Enfin, il est homo, mais on ne le sait pas, on ne le comprend pas. Donc, je crois que Rivière s'est dit, ces deux types sont tarés. C'est des fanfictions, et ils se disent, Charlus va devenir homo. Voilà, donc je crois que Proust a donné trop d'éléments qui spoilent la suite du livre. Voilà. Et ce texte est quand même intéressant parce que Proust commence, il est très intéressant à bien des égards, mais quand je l'ai relu, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Proust commence en disant Proust, c'est le plus grand écrivain français actuel. D'ailleurs, il est même connu en Suède. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre. Pourquoi la Suède? Alors que Proust, la Suède, ça ne l'intéresse pas du tout. Il ne sait même pas où c'est sur une carte. Et en fait, je pense que c'est lié au développement du prix Nobel en Suède. Il y a déjà eu 3 Français qui ont eu le prix Nobel en 1921. Et je crois que c'est une manière pour Proust de dire vous voyez, on s'intéresse à Proust même au pays du Nobel. C'est-à-dire que c'est possiblement, c'est d'ici peu, ça sera peut-être un prix Nobel de littérature, en sachant qu'il venait d'avoir le prix Goncourt, qui venait de lancer l'idée de candidater à l'Académie française avant que très vite on lui dise que c'était pas la peine. Donc, vous voyez, là aussi, qui peut écrire qu'on s'intéresse à Proust en Suède? Ce qui n'est pas vrai. Personne ne s'intéresse à Proust en Suède. C'est pas possible. En 1921, j'entends. Donc c'est un texte qui est assez intéressant parce que, voilà. Vraiment, peut-être que c'est la seule chose que je vous conseille de lire en sortant d'ici. Si vous voulez voir à quoi ressemble un homme névrosé, un homme ou une femme, peu importe, c'est pas genré là. Si vous voulez voir à quoi ressemble la névrose, voilà, incarnée, la névrose, lisez ce texte.
plus, il dit aussi des choses négatives à propos de son style, de son propre style dans l'article. Oui, oui, mais fatalement, Mais comme ça tout lui en coûte disant, un peu, oui, comme ça l'embête de dire que, parce qu'il dit oui, il faut quand même dire Proust, alors c'est vraiment génial, mais il a un style, c'est peut-être un peu un reproche que je lui ferai, mais il n'arrive pas à critiquer son propre style. Donc chaque fois, il ne cesse de repousser en disant « Ah oui, donc il fallait que je vous dise que le style n'est pas terrible », et puis il repousse, et puis il dit « Oui, les phrases sont quand même un peu longues ». Mais c'est sa manière d'écrire. Enfin, donc c'est assez drôle parce qu'on voit bien qu'il n'arrive pas à se critiquer, à se trouver de défauts. Merci beaucoup Mathieu, merci Eleonora et merci à vous d'être. Je vous propose de terminer avec la dernière formule du contre Sainte-Beuve, c'est-à-dire finir là. Okay. Merci beaucoup.